Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle capsule tirée de l'incroyable événement colloque Perseus. Je dis c'est un colloque depuis tantôt, mais c'est un colloque? Non, colloque. Colloque? J'ai avec moi ici Rad qui a un très bon sens de l'humour. Rad Gagnon de l'UQAM. Oui, Tu tout à fait. es enseignant à l'UQAM? Moi j'ai Oui, juste UQAM sur ma feuille, oui, oui. mais Je enseignant suis, en... on dit chargé de cours, mais OK. professeur enseignant aussi. C'est le nom que notre syndicat demande qu'on soit reconnu. Mais à l'École des médias, dans différents programmes. OK. C'est très polyvalent. Oui, ça Excellent. dépend de ce que je dois enseigner. OK. C'est parfait, ça. Donc, avant qu'on bascule vers le sujet qui est l'entrepreneuriat artistique, Ouais. parle-moi de toi. Moi, c'est ça, en fait, je viens en fait de l'univers du court-métrage, Ouh. cinéma, OK. et surtout de l'univers du mouvement Kino, qui a émergé au Québec fin des années 90, où est-ce qu'il y avait plein de cellules qui se sont mises en place. Puis en gros, fin des années 90, Internet haute vitesse n'existait pas. Il n'y Ouais. avait pas YouTube et il n'y avait surtout aucun endroit pour voir du court-métrage. Ça n'existait pas. Puis le mouvement Kino, c'est en fait cette idée-là de se créer des lieux pour voir des films, mais les films qu'on va voir, c'est des films qu'on a fait collectivement. Fait que c'est comme des collectifs qui se mettent en place pour produire et visionner du court-métrage. Fait que moi, je viens OK. de cette école-là. Et avec le temps, ben là, je me suis à un moment donné questionné sur c'est quoi le cinéma, c'est quoi faire des films, c'est quoi la création. Et j'ai fait une maîtrise, puis après ça, un doctorat. Tu te posais tellement de questions que tu l'as étudié. Ouais, je me suis dit, hey, c'est quoi ça? C'est quoi en fait le cinéma? Ça vient d'où? Puis toujours un intérêt pour la création, surtout la création, qui m'a amené plus tard à faire du vidéomapping que je vais expliquer peut-être un peu plus tard. OK, mais je skip toutes les questions parce que je veux savoir c'est quoi du vidéomapping. Je trouve Oui. que c'est la plus grosse question que j'ai. OK, bon, super. En fait, il y a le mot vidéo et le Ouais. mot mapping. Le mot mapping, c'est quand même un terme anglophone, mais c'est l'idée de projeter sur une surface complexe, qui n'est pas une surface rectangulaire comme au cinéma. Au cinéma, on est vraiment 16... on n'est pas vraiment 16-9, mais généralement, c'est Ouais. rectangulaire. Le vidéomapping, c'est apparu milieu des années 2000. Là, au Québec, nous autres, c'est le moulin à images de Robert Lepage sur les silos en 2008. C'était la plus grande projection au monde en extérieur. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, bon, on peut projeter sur un bâtiment, comment épouser la forme du bâtiment, puis comment créer du récit contenu en lien avec le bâtiment ou pas. Ça dépend, disons, des artistes. Il y a des artistes que eux ne s'intéressent pas à ce bâtiment, mais quand on fait de la projection en extérieur, c'est là le concept de vidéomapping, veut pas, l'espace public devient important, où est-ce qu'on est, comment que le public vient, qu'est-ce qu'on raconte, tandis que dans la salle de cinéma, on enchaîne les films, c'est le Ouais. lieu importe peu, mais en vidéomapping, le lieu est essentiel. Fait partie de l'œuvre. Ouais. C'est intéressant parce qu'on a à Shawinigan un projet justement, je ne sais pas si tu en as entendu parler, à Grand-Mère, tout près de la marina. Il y a justement mon Dieu, je ne sais pas comment appeler ça, mais on a un grand bâtiment, un grand rectangle si on veut, sur lequel sur les trois surfaces, on voit justement une vidéo qui parle de ce qu'il y avait là sur place, les pâtes et papiers, justement. Là, on voit l'historique de ça. Puis, je trouvais justement le fait d'être sur le lieu où il y avait auparavant un paquet de troncs d'arbres qui étaient empilés, où est-ce qu'il y avait l'usine, je trouvais que ça rajoutait à l'expérience, justement. Tu sais, d'avoir vu la même vidéo au cinéma, je pense pas que ça aurait eu le même impact, là. Mais je trouve ça intéressant que ça date, dans le fond, ce concept-là. Puis toi, c'était un des centres d'études que tu avais, c'est une des choses que tu as analysées? Dans le cadre de ma thèse, où est-ce que je m'intéressais à ce mouvement Kino-là, en fait, au processus de création, parce que l'idée, c'est comme on se rassemble pendant, disons, 10 jours, on est 50 personnes, puis on produit une trentaine de courts-métrages. Fait qu'il y a comme une grosse dynamique de création qui se met en place. Mais dans ma thèse, je me suis dit, comment on fait pour rejoindre le public autre que les gens qui créent ces courts-métrages-là? Parce Ouais. qu'à la fin des 10 jours, ceux qui se rassemblent, c'est les gens qui ont tourné alentour des films. Ouais, comment on amène ça à la population? C'est ça, comment on sort l'expérience, disons, dans la rue, comme Ouais. un peu du théâtre de rue, mais comment amener le cinéma dans la rue. Fait que c'était comme, Ouais. en fait, comment sortir le cinéma de la salle. Et de là est venue cette idée-là de projeter sur des immeubles, mais pas obligé d'épouser la forme à la base, mais rapidement,
c'est comme l'intérêt. C'est comme, OK, on va pas juste projeter un rectangle sur un bâtiment, on va essayer de voir comment on peut jouer avec ce bâtiment-là. Fait que c'est comme ça qui est c'est de cette façon-là que le vidéomapping est arrivé dans mes recherches, disons. Là, je nous ramène vers Perseus. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat artistique? Ben, tu sais, c'est certain que moi, j'ai une pratique artistique. Je viens d'une région qui s'appelle la Nodière, qui n'est pas très loin. Souvent, bien, c'est quand on fait de la création artistique, on cherche toujours comment je vais en vivre. Hein? C'est ça l'idée. On ne veut pas juste être toujours bénévole, parce que l'essence même du mouvement Kino, c'était ça un peu, c'est qu'on n'est pas payé dans le mouvement Kino, c'est qu'on fait des films, puis coûte que coûte, on n'attend pas en fait les institutions de financement. Ouais. Au Québec, on n'a pas 1000 portes où est-ce qu'on cogne quand on est artiste. On a Non. le Conseil des arts et lettres du Québec. Après ça, on a le ministère de la Culture. Mais puis des fois, les municipalités, c'est juste que souvent, ils ont des souhaits. Surtout quand on travaille avec des municipalités, c'est souvent des thématiques historiques. Ouais. Un mandat très clair, en fait. Oui. Là, ouais. Fait que si on veut être 100% dans la création, fait que là, c'est là aussi comment on finance nos projets de création. Fait que c'est là l'entrepreneuriat, disons, artistique. Ouais. Comment trouver des manières de justement travailler avec des municipalités qui réussissent à financer nos projets, mais d'avoir une certaine liberté de création dans nos œuvres. Et moi, dans les dernières années, le vidéomapping m'a permis ça, m'a permis justement de pouvoir avoir certaines cartes blanches au niveau esthétique, au niveau des récits qu'on projetait, et autrement que dans la forme, disons, des images en mouvement plus traditionnelles, souvent on se fait imposer, disons, du contenu. Thèmes. Ouais. Ouais, faut qu'on est plus dans l'exécution que dans la création à ce moment-là. Ça... Ouais. Mais tu sais, c'est ça aussi, les artistes, c'est pas une condition facile, hein, vivre de l'art, comme juste se dire, ça va être 100% de mon temps. Ouais. C'est pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir d'autres métiers. Ouais. Souvent, on a des métiers techniques dans ces champs-là. Mais après ça, de se dire, OK, là, je vais avoir carte blanche au niveau du contenu, au niveau du récit, au niveau de l'expérience. Là, c'est là que ça devient justement ce défi. Et les conseils des arts c'est important qu'ils existent, mais je connais peu d'artistes qui peuvent dire je vis à temps plein juste avec l'appui du Conseil des arts, surtout dans l'univers des images en mouvement, parce que on ne peut pas vraiment vendre un court-métrage qu'on a produit. Parce que même si on a une vente, c'est pas ça qui va nous faire vivre. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir des soutiens à la création. Fait que c'est un peu ça l'entrepreneuriat artistique, c'est vraiment de chercher les différents... C'est comme des stratégies de comment je peux faire de la création, autre que des créations utilitaires, comme quand je disais, là, comme faire des commandes, du corpo. Ça, c'est utilitaire dans le sens que, oui, tu as besoin d'avoir des connaissances techniques, des connaissances esthétiques, parce qu'il faut que tu livres des produits, mais pour moi, l'essence, c'est quand même le contenu, de quoi on parle, de pourquoi on parle de ceci et non de cela. Ouais. Et des fois, c'est important aussi de ne pas parler de rien, tu sais, juste d'être dans une proposition esthétique, expérientielle. C'est ça. C'est intéressant parce qu'on va, de ce que je comprends d'un parcours artistique, si par exemple tu vas l'étudier à l'université, on va beaucoup te montrer justement comment faire ton art, mais on ne te montrera pas comment en vivre nécessairement parce que ne veux pas un artiste, un travailleur autonome. Oui. Si tu souhaites en vivre, il faut que tu sois capable justement de mettre un signe de dollar au bout de ça si tu veux être capable de continuer à te nourrir, te loger et te divertir. Puis j'imagine justement que cette réalité-là, il doit y avoir des enjeux supplémentaires quand on est en région. Là, je suis sous l'impression qu'être un artiste, entrepreneur artistique, en région, ça doit amener son lot de défis supplémentaires. Oui, ça c'est certain. Puis parce que ça dépend des régions où est-ce qu'on est, mais il y a aussi la dynamique un peu d'isolement. Dans une région, il n'y a pas une grande communauté, par exemple, d'artistes du cinéma. C'est vraiment au Québec, là, c'est très, très concentré à Montréal. Ouais. Et quand je dis les images en mouvement, pour moi, le vidéomapping, c'est un peu ça. C'est comme de chercher d'autres formes, de garder dans la pratique de produire des images, mais trouver d'autres manières que ces images-là puissent être profitables. Mm-hmm. Quand je dis profitable, pas juste au niveau financier, mais profitable aussi de manière sociale aussi pour les gens. Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet qui a mobilisé un large public, puis en quoi ça a été bénéfique pour le projet? Et j'ai ici entre parenthèses Créaton, mais je ne sais pas c'est quoi le Créaton. Oui, en fait, le créaton, c'est que, bon, moi, tout à l'heure, je parlais de la pratique avec à travers le mouvement Kino, mais Ouais. rapidement, on a créé une structure, je dis on, et des collègues artistes qui s'appelle Art Partage, une OBNL, qui nous permet qui nous a permis d'aller chercher, disons, des subventions, des fonds pour pouvoir financer les projets. Puis ça, on a formé ça en 2004. Donc, en OK. 2025, ça fait Quand 21 même. ans. Fait qu'à Félicitations. chaque année, bon, il y a différents projets qui peuvent émerger. Mais on a mis en place, ça c'était en 2018, fait que ça fait pas si longtemps, cette idée-là, on avait un appel de faire des œuvres numériques avec une connotation historique. Mais des fois, c'est difficile de réfléchir aux œuvres numériques parce qu'il y a tellement de possibles, tellement de possibilités avec le numérique, surtout dans des expériences qui ne sont pas en ligne, c'est des expériences physiques, immersives, Ouais. interactives. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on s'est approché d'un organisme à Montréal qui s'appelait Technoculture Club, qui organisait des muséomix. Ça veut dire on va dans le musée, pendant 2-3 jours, on est dans le musée, puis on essaie de repenser les œuvres dans le musée avec des prototypes numériques interactifs. Fait qu'on a travaillé avec eux, puis on a mis ça en place à Terrebonne, et on a fait venir une cinquantaine de personnes, des citoyens de Terrebonne, Mascouche, des gens, des artistes, des gens qui aiment la technologie. Puis on a fait 6 prototypes d'œuvres numériques et historiques avec eux pendant 3 jours. Puis on avait vraiment des prototypes. L'objectif, c'était des prototypes qu'on peut vraiment manipuler, qui fonctionnent, mais qui sont vraiment pas finis. Hein. On a 3 jours Ouais. pour créer ça. Mais de ces prototypes-là, on a mis en place 3 projets finaux 2 ans plus tard, en 2021. Pour moi, cette expérience-là a été très forte parce que des fois, c'est dur de, disons, brainstormer en groupe. Puis en fait, c'est problématique le brainstorm parce qu'on est limité dans le non-action. Puis pour faire du prototypage, il faut pouvoir tester les choses Mhm. avec des objets réels. Fait que sur 6 prototypes qui ont émergé du Créaton avec Technoculture Club, il y en a 3 qu'on a menés. Mais ces 3-là, pour moi, ben, les 3 ont du sens au niveau de leur contenu et ont aussi du sens au niveau de l'expérience numérique qu'elles permettent. OK. Fait que tout ça pour dire que des fois, en fait, c'est trouver une manière d'inclure la population, des gens qui sont peut-être pas liés à ce projet-là, juste pour voir qu'est-ce qui peut en émerger. C'est intéressant. Je trouve que c'est comme une démocratisation en même temps Ouais, de l'art. Là. ouais, ouais, ouais. Ben, surtout dans ces projets-là qui sont pour moi, en fait, c'était un peu un appel. Ouais. Mais il y avait quand même une certaine carte blanche au fait de dire, bon, ben, on laisse aller l'univers du numérique. C'est quoi les possibilités? C'est quoi les senseurs qu'on a? Les petits Arduino, les petits appareils, la projection vidéo. Mhm. Même nous, on a fait un parcours sonore géolocalisé. Mais des parcours sonores, il y en a plusieurs, mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'un parcours sonore historique, géolocalisé sur un territoire précis? Bien là, il y a des choses qui ont émergé dans le cadre du Créaton. Très intéressant. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler du lien entre l'entrepreneuriat artistique et la recherche universitaire, qui est encore une fois au centre du colloque actuel? Ben, tu sais, moi, j'ai commencé ma maîtrise en 2010, fait que ça fait déjà 15 ans. Et finalement, ce que je me rends compte, c'est que je fais beaucoup d'allers-retours entre ma pratique et la recherche universitaire. L'université, à une certaine époque, la relation avec les arts, elle était peut-être un peu distante parce que, bon, on avait, surtout d'un point de vue méthodologique, comment on fait de la recherche en arts à l'université. Et il y a des approches méthodologiques. On dirait que, en fait, la méthodologie de recherche, c'est grandement ouverte OK. dans, disons, au moins les 20, c'est peut-être pas les 30 dernières années. Puis spécifiquement en art, on a un terme qu'on appelle la recherche-création. Et la recherche-création, c'est vraiment des approches de méthodes pour faire de la recherche à travers des projets de création. Fait que pour moi, ces méthodes de recherche-création-là ont été pratiques d'un point de vue universitaire, mais aussi après ça, d'un point de vue comme artiste professionnel. Puis tu sais, il y a quand même des choses qui se répètent, tu sais, parce que d'un point de vue de création, on est souvent dans les prototypes.
première version, deuxième version, troisième version. Même chose, quand on fait des approches méthodologiques de recherche-création, on est dans des itérations, première itération, mais on est beaucoup dans des perspectives de réflexion. Fait que réfléchir à chaque étape. Bon, qu'est-ce que cette première prototype, qu'est-ce que ça m'a mené? Noter, partager mes résultats de recherche avec d'autres et partir une nouvelle itération à partir de notre première version. Fait que c'est juste de faire comme des allers-retours entre création et création dans un milieu universitaire. Et après ça, voir comment les constats de certains projets de recherche-création peuvent après être partagés à d'autres. Comment ça peut être utile dans un milieu artistique précis. Rad, on vient de faire un 15 minutes ensemble à parler d'entrepreneuriat artistique. Je sens qu'on aurait pu encore parler en parler encore vraiment longtemps. Vraiment intéressant. C'est pas un milieu que je connaissais vraiment bien, je dois t'avouer. Okay. J'apprends plein de choses depuis tantôt. Non, mais c'est encore plus intéressant de faire des entrevues où est-ce que tu apprends tout le long. Ouais. Je te remercie d'avoir accepté de venir parler au micro. Je te souhaite bonne chance dans ton panel tantôt où est-ce que tu risques de parler de choses très similaires à ce que tu me disais aujourd'hui. Puis je te souhaite un bon colloque. Merci beaucoup. Et non un bon coloc. Oui. Merci à vous à la maison de nous avoir écoutés. Salut.